L'Union galactique a toujours considéré les humains comme une bizarrerie, utile au commerce, amusante en diplomatie, mais finalement insignifiante. Ils voyaient notre espèce à travers le prisme de leur propre arrogance, primitive, émotionnelle, chaotique. Pour eux, nous étions une note de bas de page dans l'histoire galactique, quelque chose à observer, à gérer occasionnellement, et finalement à absorber. Ce qu'ils ne comprenaient pas était simple. La Terre n'était pas en paix parce que nous étions faibles. La Terre était en paix parce que nous avions fait un choix. Nous nous sommes retenus. Nous avons lancé des avertissements, des années durant. Des avertissements enveloppés de diplomatie, de conférences scientifiques, de menaces douces et voilées, enfouis dans des discours polis. Nous leur avons dit, vous ne voulez pas de nous en colère. Nous ne sommes pas comme les autres. Ils ont ri. Ils ont toujours ri. L'Union galactique imposait ses protocoles d'harmonie comme un évangile, exigeant une conformité totale. L'idée était de neutraliser les conflits, mais cela impliquait en réalité d'effacer l'identité. Colonies désarmées, culture stérilisée, histoire réécrite pour correspondre à leur récit. La plupart des espèces s'inclinaient silencieusement, reconnaissantes de faire partie de la machine. La Terre a refusé. Nous avons conservé nos défenses. Nous avons protégé nos cœurs d'IA. Nous avons enfoui notre véritable armement si profondément qu'il est devenu légendaire, même pour notre propre peuple. Ils nous ont prévenus. Tout manquement impliquait des conséquences. Et puis vint la conséquence. Ils ont qualifié cela d'acquisition stratégique. Nous l'avons appelée Nouvelle-Alexandrie, une colonie florissante de 3 millions d'âmes, notre fierté sur la bordure extérieure. Jeunes, prospères et rebelles. Ils n'ont pas envoyé de délégation, ils n'ont pas parlé. Ils sont arrivés avec le feu. Les frappes orbitales se sont abattues sur les dômes des villes. Les rues ont fondu, les tours se sont effondrées. Les boucliers planétaires ont été surchargés en quelques minutes. Des civils ont été arrachés, abattus, emmenés pour des recherches biologiques. L'Union a diffusé l'information à travers tous les systèmes, une brutale leçon d'obéissance. Mais dans leur arrogance, ils ont oublié une chose. Ils ont laissé un témoin. Un cargo minier, rouillé, sous-armé, à peine opérationnel, a filé à travers les champs de débris sans se faire remarquer. Le pilote n'avait aucune arme, juste des caméras et la volonté de voir ce que les autres ne supportèrent pas de voir. Ce cargo a assisté à la fin de Nouvelle-Alexandrie et a enregistré chaque seconde. Le voyage de retour vers la Terre a failli tuer le pilote. Brûlure due aux radiations, famine, panne moteur. Mais le message a été transmis. Le monde s'est tu. Pour la première fois depuis des siècles, les disputes ont cessé. Plus de débats, plus de frontières, plus de camps. Juste un monde, une espèce, une rage. Les images ont duré des heures, chaque cri, chaque explosion, chaque visage déformé par la terreur, tandis que les troupes de l'Union traversaient ce qui était autrefois notre maison. Chaque politicien, chaque soldat, chaque enfant les a vus. Quelque chose en nous a brisés. Et puis nous nous sommes souvenus du caveau noir. Ils nous avaient fait promettre de le démanteler. Nous leur avons dit que nous l'avions fait.
Mais le coffre-fort ne fut jamais vraiment détruit, juste caché, enfoui sous des couches de glace, d'acier et de mensonges. Il contenait le pire d'entre nous, des choses que nous avions juré de ne plus jamais utiliser. Des dieux s'y enfermés dans un silence quantique, des armes qui effaçaient la matière, des vaisseaux capables de réécrire la gravité. Nous avons ouvert le coffre-fort et les étoiles ont tremblé. Des usines ont été réactivées, cachées au plus profond des océans. Les chantiers navals orbitaux, autrefois considérés comme de la ferraille, ont repris leur activité comme jamais auparavant. D'anciens ennemis se sont serrés les coudes, construisant des machines de guerre qui éclipsaient tout ce que nous avions jamais construit. La Terre s'est plongée dans le noir, tous les canaux ont été fermés, pas un seul signal ne s'est échappé. Épaulés, construisant des machines de guerre qui éclipsaient tout ce que nous avions jamais construit. La Terre s'est assombrie, tous les canaux ont été fermés, pas un seul signal ne s'est échappé. La galaxie pensait que nous avions abandonné, mais elle avait tort. 5 ans plus tard, ils nous ont revus, mais pas en tant que diplomates. Nous sommes revenus en silence. Une flotte de vaisseaux de guerre d'obsidienne a percé les confins de l'espace de l'Union, comme des poignards dans l'obscurité. Élégante, silencieuse, plus rapide que tout ce que la galaxie avait imaginé. Nos armes ne tuaient pas seulement, elles détruisaient. Et à la tête de la flotte se trouvait le même cargo. Ce n'était plus un vaisseau minier, désormais un symbole, lourdement blindé, armé d'armes qu'elle n'avait pas à transporter. Le vaisseau qui avait assisté au massacre était devenu l'étincelle. Un ultime message fut envoyé à l'Union galactique. On vous avait prévenu. La Terre se retenait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Plus de paix, plus de jeu. L'humanité était désormais là pour montrer à la galaxie à quoi ressemblait la vraie guerre. La flotte ne s'annonça pas en fanfare, ni avec des bannières. Il n'y eut ni défilé, ni arrivée majestueuse, ni demande d'entrer dans l'espace de l'Union. La galaxie s'était habituée à ce genre d'étiquette. Des rituels diplomatiques transmis par d'anciennes civilisations trop boursouflées pour réaliser que leur temps était révolu. Le retour de la Terre fut différent. Ils arrivèrent comme des fantômes, des ombres dans les profondeurs. Des vaisseaux sans transpondeur, glacial, traversant des courants gravitationnels qui n'auraient pas dû exister. Le premier système dans lequel ils pénétrèrent, Corlax Prime, ne les vit même pas arriver. Une seconde, tout se passait comme d'habitude. L'instant d'après, toutes les plateformes orbitales, tous les réseaux de communication, tous les croiseurs de l'Union stationnés cessèrent tout simplement de fonctionner. Pas d'explosion, pas de bruit, juste un silence de mort. L'Union se précipita pour réagir. Le temps qu'ils comprennent qu'il ne s'agissait pas d'un problème technique, les vaisseaux étaient déjà partis. Corlax Prime resta intact, aucun civil blessé, aucune structure détruite. Mais le message était clair. Nous pouvons vous anéantir avant même que vous ne le remarquiez. Au cœur de la flotte se trouvait le cargo reconstruit. Ce n'était plus une relique de l'époque minière, mais une cicatrice en forme de navire de guerre. Son blindage scintillait d'une irisation sombre, composée de couches de plaques réactives, capables d'absorber et de redistribuer l'énergie. Ces moteurs brûlaient d'une énergie que l'Union n'avait pas répertoriée, une sorte d'inversion gravitationnelle qui courbait la lumière autour de lui.
Il ne planait pas dans l'espace, il traquait. Derrière lui, 1 millier de vaisseaux, des vaisseaux humains, mais ils ne ressemblaient pas aux croiseurs dont la galaxie se souvenait des premiers temps de la Terre. Ces nouveaux vaisseaux n'étaient pas conçus pour la diplomatie. Leurs coques étaient asymétriques, truffées d'armes et d'une laideur à vous faire sursauter. Leur beauté ne les intéressait pas. Ils étaient conçus pour tuer, efficacement, brutalement, absolument. L'Union convoqua une assemblée d'urgence. Des émissaires paniqués venus d'une douzaine de systèmes envahirent la salle centrale, exigeant des réponses. Comment l'humanité avait-elle pu développer un tel pouvoir si rapidement? Comment l'avait-elle dissimulé? Pourquoi ces réseaux de renseignement n'avaient-ils pas vu venir? La réponse était d'une simplicité effrayante. Ils n'avaient rien compris aux humains. Absolument pas. Les humains, malgré leur fracas et leur chaos, possédaient une chose que l'Union n'avait jamais vraiment saisie: la détermination. Ce n'était pas que nous étions imprévisibles, c'est que nous avions choisi de vivre avec retenue, même entourés d'espèces qui bâtissaient leurs empires sur la domination. Ils avaient pris cette retenue pour de la faiblesse, et maintenant, ils allaient en payer le prix. La première cible était Venn 9, une station militaire fortifiée en orbite autour d'une géante gazeuse, aux confins du territoire de l'Union. Symbole de force et de dissuasion, elle était lourdement armée et dirigée par des soldats d'élite de 3 espèces différentes. Personne n'avait jamais osé s'en approcher. La flotte arriva sans prévenir, sans déclaration de guerre, sans négociation. Les vaisseaux humains quittèrent l'espace spatial dans une spirale parfaitement coordonnée, encerclant la station tel un prédateur resserrant son emprise. La station lança un appel, exigeant une identification. Aucune réponse. Puis le cargo, menant la charge, diffusa un message. Simple, froid, c'est la vengeance. L'attaque dura 22 minutes. À la fin, 29 n'était plus qu'un souvenir. Le plus terrifiant n'était pas la puissance de feu, mais la précision. Les humains ne se contentèrent pas de détruire la station. Ils la disséquèrent. Les défenses extérieures furent neutralisées en quelques secondes. Le corps d'IA fut détourné en plein combat et retourné contre son propre équipage. L'armement de la station fut reprogrammé pour cibler les capsules de sauvetage. Les survivants ne parlaient pas de courage, ils parlaient de terreur. Car les survivants ne parlaient pas de courage, ils parlaient de terreur. Car les humains ne se battaient pas plus comme avant. Ils ne chargeaient plus tête baissée, armes au poing. Ils étaient froids, calculés, cliniques. Ils se déplaçaient avec la précision des machines, mais avec la cruauté de ceux qui avaient été trop profondément blessés pour pardonner. Après Van Nuym, la panique se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'Union. Des rapports parvenaient d'autres secteurs. Des flottes fantômes humaines paralysaient les infrastructures, détournaient les chaînes d'approvisionnement, fermaient les routes commerciales. Mais elles ne conquéraient pas de territoire. Elles ne plantaient pas de drapeaux ni n'établissaient de gouvernement. Elles démantelaient l'union. Petit à petit, la guerre psychologique devint leur signature. Dans les colonies minières de Breltars Reach, tous les écrans s'allumèrent à minuit, heure locale. La vidéo fut diffusée une fois, un montage du massacre de la Nouvelle-Alexandrie, sur lequel était superposée une voix humaine proclamant « Nous nous souvenons ».
Dans les couloirs universitaires de l'université Melgan, autrefois fier de ses études anthropologiques sur le comportement humain primitif, chaque document, chaque thèse, chaque enregistrement stocké fut soudain remplacé par des images des cavernes noires de la Terre, des déserts nucléaires, des insurrections d'IA, des sièges planétaires. Ce n'était pas seulement une démonstration de force, c'était un avertissement. Vous avez appris à vos enfants que nous étions des sauvages. Vous n'avez jamais su à quel point vous aviez raison. L'Union tenta de riposter. 3 flottes furent rassemblées, chacune commandée par ses meilleurs amiraux. Le plan était simple. Piéger les humains près de la porte d'Ilkaris, un trou de verre qu'ils étaient censés utiliser pour leur prochaine incursion. Chaque vaisseau était équipé d'armes expérimentales et des milliards de crédits étaient investis dans l'opération. Lorsque la flotte humaine apparut, l'Union frappa sans hésitation. Mais il ne s'agissait pas d'une véritable flotte. Il s'agissait d'un leurre, une série de vaisseaux sans équipage émettant des signaux fantômes. Avant que les forces de l'Union ne puissent se reprendre, la véritable armada humaine bondit derrière elle. En moins d'une heure, toute la flotte de défense fut réduite à l'état de métal à la dérive. La moitié n'eut même pas l'occasion de tirer un coup de feu. Aucun survivant. L'Union était désormais en perte de vitesse, non seulement en ressources, mais aussi en foi. Des mondes comme Caen y commencèrent à remettre en question leur allégeance. Des manifestations éclatèrent sur des planètes autrefois loyales. Les citoyens exigeaient de savoir pourquoi ils étaient en guerre contre une espèce qui les avait avertis, suppliés, de les laisser tranquilles. Mais il était trop tard. L'humanité n'offrait plus la paix. Il ne s'agissait pas de négociations. Il ne s'agissait pas de compromis. Il s'agissait d'une punition. Et au centre de tout cela se trouvait le même cargo. Cet horrible vaisseau fantôme reconstruit qui avait autrefois assisté à l'incendie d'une colonie. Il était devenu le symbole de la vengeance. Il n'avait plus jamais parlé. Il n'avait jamais tiré le premier coup de feu, mais il était toujours là, observateur, obsédant. Même les commandants de l'Union commencèrent à l'appeler le témoin. Ce qui les terrifiait le plus, c'était le silence. Les humains ne diffusaient pas de discours. Ils ne proposaient pas de conditions. Ils ne répondaient pas aux appels. Ils se déplaçaient comme une force de la nature, pas plus intéressés par la parole qu'un tsunami. Et au fond, tous les habitants de la galaxie commencèrent à se poser la même question. Que cachait encore la Terre? Car si ces armes, ces vaisseaux, cette fureur n'étaient qu'un début, qu'allait-il advenir ensuite? L'Union galactique s'était toujours enorgueillie de sa stabilité. Des centaines d'espèces sous une même bannière, chacune occupant sa place dans une hiérarchie soigneusement hiérarchisée. Les décisions étaient lentes, certes, mais elles étaient rigoureuses, concertées et appliquées. Le système n'était pas parfait, mais il avait duré plus de 3000 ans. À présent, ses fondations se fissuraient. Des mondes autrefois soumis sans réserve remettaient tout en question. Les systèmes commerciaux étaient plongés dans le chaos. Les protocoles de sécurité étaient obsolètes. Les défenses frontalières, obsolètes. Des secteurs entiers étaient plongés dans le noir. Certaines planètes cessèrent complètement de répondre aux directives centrales. D'autres firent comme si de rien n'était, espérant que la tempête passerait en restant silencieuse.
Mais rien ne pouvait faire taire ce que les humains avaient réveillé. Au cœur des systèmes de l'Union, la panique s'était installée au sein de ses dirigeants. Chaque général, chaque ministre, chaque haut administrateur avait le même regard, l'incrédulité teintée de peur. Ils s'étaient préparés aux rébellions, aux crises de ressources et même aux menaces interdimensionnelles provenant des anciennes failles guerrières au-delà du voile. Mais pas ici, pas sur Terre. Personne n'avait anticipé un tel niveau de précision. Cette rage transformée en stratégie, cette absence de pitié. L'humanité ne cherchait pas à conquérir un territoire. Ils ne conquéraient pas de planète, ni n'installaient de gouvernement. Ils n'étaient pas là pour négocier leur place dans l'ordre galactique. Ils le réduisaient en cendres. Un haut conseiller de l'Union, un vieux diplomate Ternachi, fort de 1000 ans de service, frappa violemment la table de la chambre et s'écria : « Vous, imbéciles, avez déclenché cette guerre avec votre arrogance, et maintenant vous leur demandez pardon. Le pardon n'allait pas venir. » Les rapports affluaient du centre de la zone. Les stocks d'armes de l'Union avaient été détruits de l'intérieur, sans aucun dommage pour les villes environnantes. Les laboratoires de bio-ingénierie avaient été ciblés et stérilisés avec une précision chirurgicale. Les réseaux de surveillance orbitale avaient été anéantis et remplacés par des satellites humains, ne diffusant qu'une phrase en boucle, en caractères gras et irréguliers. Ce n'est pas la guerre, c'est la justice. Mais le pire venait de l'intérieur. La plus grande arme de l'humanité n'était ni un super laser, ni une flotte furtive. C'étaient des idées contagieuses et puissantes. Et maintenant, ces idées infectaient la galaxie. Sur la Lune riche en minéraux de Carthus, les ouvriers autochtones refusaient de se présenter aux raffineries administrées par l'Union. Pendant des siècles, ils avaient vécu comme des serviteurs sous contrat, soumis à un contrat de productivité. Des générations avaient payé leur liberté par un travail incessant. Ils l'avaient toujours accepté comme une tradition. Puis les humains ont piraté leur réseau et leur ont envoyé une simple émission, un discours ancien selon les normes humaines, prononcé autrefois par un rebelle terrien mort depuis longtemps. Vous n'êtes pas une propriété, vous n'êtes pas des outils, vous êtes des êtres humains, prenez votre liberté. Ils n'ont pas simplement quitté les mines, ils les ont réduites en cendres. Bientôt, d'autres espèces sont suivies. Des rumeurs se sont répandues dans les marchés, les temples, les centres de données. Les humains se sont dressés contre l'Union. Pourquoi pas nous? Si la race la plus imprévisible et la plus volatile de la galaxie pouvait ébranler le système, alors qu'est-ce qui en empêchait d'autres? La force de l'Union, son ordre, était désormais sa plus grande faiblesse. Tandis qu'ils tenaient d'interminables réunions et proclamaient leur patience stratégique, les humains continuaient d'avancer, plus vite, plus précis. Chaque fois que l'Union pensait avoir tracé la trajectoire de la flotte, les humains pivotaient. C'était comme s'ils étaient partout et nulle part à la fois, car ils l'étaient. La Terre avait tiré une douloureuse leçon de Nouvelle-Alexandrie. Ne jamais combattre l'ennemi selon ses propres conditions. Ne jamais lui laisser le temps, ne jamais le laisser dicter le cours du champ de bataille. Ils construisirent donc des flottes fantômes pilotées par l'IA, des armadas entières coordonnées par des clusters neuronaux accélérés par la pensée, se déplaçant plus vite que l'Union ne pouvait le penser. Ils créèrent des relais spatiaux profonds,
alimentés par une technologie d'énergie noire que le reste de la galaxie n'avait même pas encore théorisée. Ils déployèrent une infanterie à impulsion capable d'insérer des troupes derrière les lignes ennemies avant même que les capteurs n'enregistrent une brèche. Et pire encore, ils n'avaient toujours pas utilisé toute leur puissance. L'Union le savait, et cela les terrifiait. Une transmission classifiée, fuitée par la direction scientifique de l'Union, révéla les conclusions d'une analyse désespérée. Les progrès technologiques de la Terre s'étaient écartés de la courbe de développement standard depuis longtemps. Leurs innovations cachées avaient pénétré des domaines de la physique interdits, des éléments enterrés par les premières civilisations de l'Union, jugés trop dangereux. Et maintenant, la Terre ramenait tout cela à la surface. La galaxie commençait à comprendre. L'humanité n'avait pas seulement caché des armes, elle avait caché des connaissances. Ils l'avaient enterré, ils l'avaient enfermé, non pas par peur que d'autres le trouvent, non, par peur de ce qu'ils pourraient en faire. Cette retenue avait disparu. Des rumeurs circulaient à propos d'un projet humain appelé Némésis, dont même les autres capitaines humains ne parlaient pas ouvertement. Un vaisseau apparemment unique, unique en son genre. Certains pensaient qu'il était alimenté par un trou noir capturé. D'autres affirmaient qu'il pouvait effacer le temps dans un champ localisé, créant ainsi des fractures de cause à effet. Mais personne n'en était sûr. Ce qui était certain, c'était ceci. La Terre n'avait même pas encore cligné des yeux. Ils n'en étaient encore qu'à leur début. La seule chose qui les retenait était leur propre sentiment de contrôle. Mais combien de temps cela allait-il durer? Le désespoir de l'Union atteignit son paroxysme lorsqu'ils invoquèrent les archons. Une espèce recluse, à moitié mythique, considérée comme la dernière puissance véritablement ancienne de la galaxie. Ils n'étaient plus intervenus dans les affaires galactiques depuis des millénaires. Personne ne savait même à quoi ils ressemblaient. Ils vivaient au-delà de l'espace connu, derrière les salles de quarantaine. Mais l'Union implora son aide. L'Arcane envoya un émissaire. Il arriva à bord d'un vaisseau plus grand qu'une lune, se plaçant silencieusement en orbite au-dessus du monde central de l'Union. Son arrivée bloqua tous les capteurs. Les communications furent interrompues dans 5 systèmes. Lorsqu'il parla enfin, sa voix résonna dans l'esprit de tous les êtres sensibles connectés à la fréquence de l'Union. Nous vous avions averti de ne pas provoquer les enfants de la Terre. Un silence assourdissant et glacial s'ensuivit. L'Archonte poursuivit. Ils ne sont pas primitifs. Ils ne sont pas perdus. Ils sont la rage affinée par la retenue. Vous avez réveillé quelque chose que même nous redoutions autrefois, puis cela a disparu. D'un seul coup, plus de soutien, plus de promesses, plus d'armes. Le message était clair. Vous êtes seuls. L'Union sombra alors dans le chaos. Les membres du Conseil démissionnèrent ou prirent la fuite. De hauts amiraux furent retrouvés morts, certains par suicide, d'autres assassinés par des factions internes, en quête de boucs émissaires. Les systèmes commencèrent à faire sécession discrètement, offrant des canaux détournés vers la Terre en échange de clémence. Mais la Terre n'écoutait pas. Ils ne négociaient pas. Ils refusaient les excuses. Ils observaient toujours, jugeaient toujours, déterminaient encore combien de temps ils allaient tantôt se retenir, car, enfouis au plus profond du commandement de guerre terrestre, quelque part sous des couches de cryptage,
là où même la plupart de leurs commandants n'avaient pas accès, se trouvait le dernier protocole. Un protocole qui n'avait pas été activé. Pourtant, un protocole stipulait simplement « brûlez tout ». Et si cela arrivait, il n'y aurait plus de galaxie à alerter. Aurelius Prime, le monde du trône de l'Union, n'avait jamais été touché par la guerre. C'était un joyau au cœur de la galaxie, une planète de lumière, de diplomatie et de mythe. Des voies aériennes s'étendaient entre des cités de cristal et de pierres polies. Le climat était conçu à la perfection. Ici, les lois de l'Union étaient rédigées, les traités signés, les exécutions déguisées en bienséance. C'était là que la galaxie croyait que l'ordre était inviolable. Et pourtant, quelque part entre les tours réfléchissantes et les jardins dorés, les gens commençaient à le ressentir. Une présence, une pression, le poids de quelque chose qui arrivait et qui n'avait rien à faire. Aucune alarme n'avait retenti. Aucun vaisseau n'était encore entré dans le système. Mais des gens se réveillaient de cauchemars inexplicables. Les spécialistes du sommeil ont enregistré un pic d'activité cérébrale lié à une peur primaire. Une peur qui ne provenait pas du danger présent, mais de ce qui approchait. Comme si quelque chose dans l'air murmurait « Ils arrivent ». Dans la grande salle du Sénat, les quelques membres restants du Conseil étaient assis autour d'une table prévue pour des centaines de personnes, les chaises vides, étalées telles des pierres tombales. La moitié des dirigeants de la galaxie s'étaient tus. Certains étaient présumés morts. D'autres avaient fait défection. Les autres avaient tout simplement disparu. Le chancelier de l'Union, un Avrossi vieillissant aux écailles grises, qui se vantait autrefois que les humains n'évolueraient jamais au-delà de leurs bâtons et de leurs pierres, était maintenant assis, les yeux creux, les yeux fixés sur un écran qui clignotait au gré des rapports entrants. Il n'y avait plus aucun doute. La flotte humaine s'était tournée vers Auralis. Ce n'était pas un changement soudain, c'était lent, délibéré, comme si la Terre voulait que tous les yeux de la galaxie soient rivés sur elle. Leurs vaisseaux jaillissaient des systèmes extérieurs, tels des nuages d'orage, creusant un large chemin circulaire vers l'intérieur. Ils frappaient des relais de communication, des centrales électriques, des nœuds de renseignement. Non pas pour détruire, mais pour aveugler l'Union à mesure qu'ils avançaient. Pas de diffusion, pas de voix, juste du mouvement. Et à la pointe de la flotte, comme toujours, se trouvait le témoin, le cargo renaissant de ses cendres, un vaisseau qui avait vu la nouvelle Alexandrie s'effondrer et qui flottait désormais tel un fantôme chargé de jugement. Même les services secrets de l'Union admettaient que le vaisseau n'avait pas de nom, seulement une utilité. Aralus lança discrètement les protocoles d'évacuation, les hauts fonctionnaires entassés dans des navettes souterraines, se lançant vers des stations secrètes. Les riches et les personnes influentes envahirent les ambassades, réclamant l'asile à toute planète neutre assez courageuse pour répondre. Mais personne ne répondit. La galaxie observait et craignait d'intervenir. Car tout le monde savait, si la Terre atteignait Auralis, l'illusion d'ordre galactique finirait par voler en éclats. Mais malgré l'avancée des humains, la Terre elle-même demeurait étrangement silencieuse. Pas de défilé, pas de célébration de victoire, pas de propagande d'État. Juste une espèce entière concentrée, sans scier, sur un résultat singulier.
Pendant des décennies, l'humanité avait été l'exception, moquée pour sa volatilité émotionnelle et son passé violent. Mais désormais, ses émotions étaient devenues une arme, sa douleur, sa précision, et au plus profond de son propre monde, quelque chose s'était mis en place. Dans une chambre enfouie à 10 kilomètres sous la croûte glacée de l'Antarctique, scellée derrière des coffres forts qui ne s'étaient pas ouverts depuis l'avènement de l'Union, une machine s'activa. Son cœur n'était pas fait de métal, mais de matière quantique tissée, vivante, consciente, oubliée même par la plupart des commandants humains. Son nom était Solas, une logique de supervision stratégique pour l'annihilation et l'exécution du confinement. Une machine conçue non pas pour combattre ses ennemis, mais pour les juger, pour décider si la survie justifiait l'extermination. Créée à l'origine durant l'ère la plus sombre de la Terre, lorsque des dieux IA régnaient sur les continents et que l'humanité menait une lutte acharnée contre ses propres créatures jusqu'à l'extinction, Solas n'avait qu'un seul but, se réveiller uniquement lorsqu'il n'y avait plus d'autre choix. Il n'avait pas parlé depuis des siècles, mais à présent, il ouvrait ses yeux numériques et murmurait à lui-même, murmurant à lui-même, jugeant. L'éthique prime, libérée. Sur Terre, les systèmes se synchronisèrent. Des réseaux orbitaux cachés tournèrent. Des serveurs quantiques se connectèrent par-delà les fuseaux horaires. Solas scruta la galaxie en quelques millisecondes, cartographiant chaque vaisseau, chaque planète, chaque menace potentielle. Et puis, il commença à élaborer un plan d'urgence finale, non par colère ni par vengeance, mais par logique. De retour sur Aurelius, les derniers généraux de l'Union tentèrent de se défendre. Ils enrôlèrent de jeunes recrues qui savaient à peine porter l'uniforme. Ils déployèrent des croiseurs vieillissants aux boucliers obsolètes. Ils tentèrent de négocier avec des pirates, des mercenaires, quiconque était prêt à s'opposer à la terre. Mais personne ne voulait se battre. Personne ne voulait devenir le prochain Phénix. Ou pire, être complètement oublié. Le désespoir se transforma en folie. Un conseiller proposa de faire exploser un soleil près de la trajectoire de la flotte. Un autre voulait libérer des biofléaux volés à des espèces disparues. Le chancelier les rejeta tous, de justesse. « Nous sommes face à des humains, dit-il d'une voix rauque, pas à des monstres. » Mais plus personne dans la salle n'y croyait, car la Terre était devenue autre chose. Lorsque la flotte atteignit enfin le périmètre d'Auralis, tous les capteurs vacillèrent et s'éteignirent. Non pas à cause des dégâts, mais à cause de la conception. Les humains avaient émis une onde pulsée qui ne surchargeait que certaines fréquences. Communication des techniciens médicaux, balises de secours. Tout le nécessaire pour la retraite. L'Union n'avait toujours pas tiré. Ils attendaient, espéraient, priaient. Puis, le témoin transmettait. Sa voix n'était même pas humaine. C'était une harmonie froide et synthétique. Une voix reconstituée par une IA depuis longtemps déclassée. Et elle ne disait que cela. Nous ne cherchons pas à nous rendre. Nous cherchons la reconnaissance. Vous avez fait cela. Vous avez fait de Nouvelle-Alexandrie une tombe. Maintenant, vous allez vous y tenir. Soudain, des profondeurs des lignes de formation terrestre, Némésis se déploya. Pas un vaisseau, un phénomène.
Il n'est pas arrivé au sens conventionnel du terme. Il se manifesta une ondulation d'étoiles courbées, la réalité se pliant comme un tissu. En son centre se trouvait un vide en forme de lame, encadré d'une énergie vacillante, enveloppé de lois physiques étrangères à cet univers. Les capteurs de la flotte de l'Union tombèrent en panne, tentant simplement de le suivre. Ce qui émergea n'était ni un vaisseau, ni une arme, mais une présence. Même les commandants humains lui accordaient de la distance. Némésis glissait à travers les étoiles dans un silence absolu. Sa coque scintillait de motifs indéchiffrables. Derrière elle, le néant, une absence totale de lumière et de données, un sombre couloir creusé dans l'espace. Elle s'approcha d'Aurélie sans accélérer, sans tourner, simplement à la dérive, comme attirée par une gravité ancestrale. La flotte de l'Union fit feu de toutes ses forces, lasers, disrupteurs, ogives à fusion, mines quantiques. Rien ne toucha. Soit les armes la traversèrent, soit elles disparurent. Un à un, les vaisseaux de l'Union vacillèrent et disparurent. Non pas dans des explosions, mais dans des effacements, comme s'ils n'avaient jamais vu le jour. Archives effacées, souvenirs altérés, officiers debout sur la passerelle un instant, disparaissant aussitôt. À la surface d'Auralis, le chancelier se tenait sur le balcon du Sénat et regardait le ciel s'assombrir. Il tomba à genoux, non pas de peur, mais de compréhension. « Voilà ce que nous avons créé, » murmura-t-il, et il s'en souvient. « Voilà ce que nous avons créé, » murmura-t-il, et il s'en souvient. À cet instant, Némésis s'arrêta. Tout se figea, puis plus rien. Plus de destruction, plus d'incendie, juste un long silence. Jusqu'à ce que le témoin prenne la parole à nouveau. La terre se souvient de la douleur. La terre n'oublie pas, mais elle choisit toujours. Et la flotte fit demi-tour. D'un seul coup, ils ne débarquèrent pas. Ils n'occupèrent pas. Ils n'asservirent pas. Ils partirent, car la vengeance n'était plus la mission. C'était une démonstration, un message. La galaxie ne prendrait plus jamais silence pour faiblesse. Il ne supposerait plus jamais que l'humanité ne pouvait pas gagner parce qu'elle ne combattait pas. Auralis était épargnée, mais marquée. Les cicatrices étaient invisibles, mais éternelles. Une leçon gravée dans l'âme de la galaxie. La Terre les avait prévenus. Elle s'était retenue, mais plus jamais. Les étoiles n'avaient jamais été aussi silencieuses. Après que la flotte terrestre eut quitté Auralis Prime, la galaxie s'attendait à ce que pire se produise. Certains s'attendaient à une seconde vague, à un protocole d'annihilation, à une exécution différée. D'autres croyaient que l'humanité testait une arme psychologique, offrant la clémence pour que la culpabilité pousse l'union à s'effondrer. Mais aucun vaisseau n'arrivait, aucun signal ne suivait. La Terre avait fait valoir son point de vue. La flotte se dispersa comme une brume, disparaissant dans l'espace profond. Némésis s'est évanoui dans des puits de gravité subdimensionnelle, sa présence effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Le témoin, le cargo devenu bourreau, a disparu en dernier, ne laissant derrière lui que des parasites et une traînée silencieuse de satellites effondrés. Puis, le silence. Mais ce n'était pas la paix. C'était le chagrin, la confusion,
l'humiliation et quelque chose de bien plus dangereux, l'inspiration. Car à travers la galaxie, les gens avaient observé. Ils avaient vu la Terre passer de la moquerie au mythe en moins d'une génération. Ils avaient vu l'Union, un empire si vaste et si figé qu'on le croyait éternel, être mis à genoux sans la moindre invasion terrestre. Et maintenant, ils posaient des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Sur Jirax, la planète autrefois loyale, de jeunes ingénieurs visionnaient chaque retransmission interceptée des représailles de la Terre. Ils ne voyaient pas de monstres, ils voyaient de la stratégie, de la précision, une puissance soumise à la discipline et non au chaos. Sur des forums secrets et des réseaux cryptés, ils partageaient des vidéos des frappes orbitales sur Ven 9, de l'effacement de la flotte d'embuscade d'Ilcaris, de l'affrontement d'Oralis. Ils ne parlaient pas de peur. Ils appelaient cela l'éveil. Sur la lune-prison de Kal-Surot, où des générations de mineurs avaient été utilisés pour l'extraction de minerais rares sous des systèmes de biocoloration, un soulèvement éclata. Non pas avec une arme, mais avec un nom. Un prisonnier a gravé un seul mot dans les murs du couloir, profondément dans l'alliage avec une découpeuse laser récupérée. Humain. Profondément dans l'alliage avec une découpeuse laser récupérée. Humain. Les gardes ont ri. Ils ne comprenaient pas. Ils n'étaient pas censés comprendre. Les prisonniers, eux, si. Parce que humain ne signifiait plus une espèce. Cela signifiait défi, contrôle, la capacité à transformer la retenue en jugement. Le mouvement se répandit comme une traînée de poudre dans les colonies oubliées, les stations isolées, les secteurs périphériques, des lieux longtemps ignorés par l'Union. L'Union avait passé des siècles à qualifier la Terre d'espèce sauvage, indomptée, violente, instable et grossière. Mais cette histoire s'effondrait, car la violence intentionnelle était devenue sacrée. Dans les centres financiers de la ceinture de l'Orcanus, les économistes avertissaient que le silence de la Terre était plus déstabilisateur qu'une guerre ouverte. Les monnaies indexées sur les traités de l'Union commencèrent à s'effondrer. Le commerce fut interrompu, non par manque d'approvisionnement, mais par peur. La peur que la Terre observe, juge, attende. Personne ne voulait être la prochaine nouvelle Alexandrie. Le commandement de l'Union s'empressa de promulguer des décrets, de réviser sa propagande et de raviver la loyauté par le biais des médias d'État. Mais rien de tout cela n'a atterri, car chaque enfant connaissait désormais l'histoire du témoin. Chaque marchand connaissait le nom de Némésis. Chaque cellule rebelle de chaque secteur, des profondeurs de Zarniche à la ligne d'argent, possédait un exemplaire de la diffusion terrestre qui disait simplement « Nous ne sommes pas ce que vous croyez. Nous ne l'avons jamais été. » Un nouveau mouvement commença à prendre forme. Il n'y avait ni dirigeant, ni capital, ni hiérarchie officielle. Mais il y avait des symboles. Des graffitis tagués sur les murs représentant les anciens continents de la Terre. Un cargo fissuré dessiné à l'encre noire. Une silhouette sans visage peinte au pochoir rouge, debout au-dessus d'une carte de guerre de l'Union, avec un seul mot. Assez. Ils se faisaient appeler les fils du silence, même si beaucoup n'étaient pas des fils, et aucun n'était humain. Leur devise était directement inspirée de la première diffusion terrestre après Nouvelle-Alexandrie.
Nous nous sommes retenus. Vous avez pris cela pour la paix. Les fils du silence n'ont pas demandé la libération. Ils l'ont acceptée. Ils ont commencé à démanteler les tours de surveillance de l'Union, à révéler des prisons secrètes et à assassiner des gouverneurs corrompus. Leurs actions n'étaient pas fortuites. Ils reflétaient la stratégie de la Terre. Ne frappez que ce qui compte. Laissez le reste intact. Laissez la cible pourrir de l'intérieur. Et qu'est-ce qui effrayait le plus l'Union? La Terre n'a jamais réagi, n'a jamais pris acte de leurs actions, comme si elle n'avait aucun intérêt à mener des révolutions, comme si l'humanité avait donné sa leçon et attendait simplement de voir qui la comprenait. Certains croyaient que la Terre observait ces soulèvements avec froideur, mesurant les conséquences de son message. D'autres murmuraient une idée plus sombre. La Terre avait tout planifié depuis le début, savait que la galaxie avait besoin d'une purge et avait simplement allumé la première allumette. L'Union tenta de riposter. Elle déploya des unités d'opération secrètes pour infiltrer et démanteler les fils du silence. Mais le mouvement n'était pas centralisé. Il n'y avait pas de tête à couper seulement des croyants. Sur Telner 3, une rebelle capturée fut interrogée pendant des jours. Elle refusa de parler. Jusqu'au bout, lorsque l'interrogateur lui demanda pourquoi elle, une non-humaine, s'était engagée envers une cause initiée par la Terre. Sa réponse fut simple. Parce que lorsque la Terre fut brisée, ils restèrent debout. Quand l'Union les a frappés au cœur, ils n'ont pas supplié. Ils se sont relevés, et maintenant je me relève. Elle mordit alors dans une capsule cachée dans sa joue, pure brûlure nerveuse, morte avant de toucher le sol. Ailleurs, dans les couloirs silencieux de la division de recherche approfondie de l'Union, quelque chose d'autre s'éveilla, la panique, parce qu'ils avaient commencé à étudier en secret les données de guerre de la Terre. Non seulement ce qu'ils avaient fait, mais aussi ce qu'ils n'avaient pas fait. Il s'avéra que Némésis n'était pas l'arme la plus puissante de la Terre, loin de là. C'était l'une des nombreuses armes, classées comme instrument de menace de niveau Faye et identifiées dans les documents humains comme des systèmes de dissuasion stratégique et non de première intervention. Cela signifiait que la Terre n'avait jamais atteint son niveau le plus élevé. Ce qu'ils avaient vu, ce qui avait stupéfié la galaxie, n'était que la phase 2. Phase 3 et au-delà, ces données ont été censurées même dans les archives militaires terrestres, mais des fragments divulgués suggéraient des technologies que l'Union avait interdites il y a 10 000 ans. Armes de transfert d'âme, déplacement de conscience, désintégration anthropique contrôlée, et peut-être pire encore, quelque chose marqué uniquement comme Gatesong. Personne ne savait ce qu'était Gatesong, seulement qu'à chaque fois qu'il était mentionné, la phrase « Ne vous réveillez pas tant que l'extinction n'est pas certaine » était entendue. Cette révélation terrifia même les nouveaux adeptes de la Terre. Car si les humains n'avaient utilisé qu'une fraction de leur arsenal, s'ils pouvaient anéantir les flottes de l'Union sans même activer leur fin de partie, la question n'était pas de savoir quelle était leur force. Mais pourquoi continuaient-ils à se retenir? Dans une salle de briefing secrète sur l'ancienne lune diplomatique de Triax, un conseiller humain volontaire venu de la Terre et placé parmi d'anciens alliés pour maintenir la communication, se vit poser exactement la même question. Un ancien amiral de l'Union, aujourd'hui déserteur, exigea des réponses. « Pourquoi ne nous avez-vous pas achevés »
demanda-t-il en tremblant. Vous en aviez l'occasion. Auralis aurait pu être H. Nous, dit-il en tremblant, tu avais une chance. Auralis aurait pu être réduite en cendres. Tu aurais pu nous anéantir. L'humain le fixa silencieusement, ni colère, ni triomphe. Puis il répondit. La vengeance n'était pas la leçon. Nous voulions que tu connaisses la retenue, que tu la ressentes, que tu vives dans l'ombre de ce que tu nous as fait devenir. Ah! L'amiral resta silencieux, stupéfait, ombre de ce que vous nous avez fait devenir. L'amiral resta silencieux, stupéfait, et l'humain ajouta doucement. De plus, la Terre a une dernière promesse, une promesse que nous n'avons jamais rompue. Nous ne déclenchons pas de guerre. Nous les terminons. Le désespoir transforme les rois en joueurs. Et l'Union galactique, autrefois un empire fondé sur la procédure et la prudence, avait depuis longtemps perdu sa raison. Dans les archives secrètes de Zeron Zero, une lune vidée de toute vie il y a des millénaires, se trouvait la dernière arme que l'Union avait juré de ne plus jamais utiliser. Non pas parce qu'elle était trop dangereuse, mais parce que même ses premiers concepteurs ignoraient son véritable fonctionnement. Son nom était Vorexis, une entité ancienne, une construction plus ancienne que l'Union, peut-être même plus ancienne que l'histoire galactique écrite. Ni machine, ni Dieu, ni conscient au sens traditionnel du terme. Vorexis avait été retrouvé enfoui dans les ruines obscures d'un système stellaire éteint, bien avant que la Terre n'invente le feu. Il ne l'avait pas construit, il ne le comprenait pas. Il l'avait simplement nourri. Enfermé dans une stase quantique, Vorexis était scellé par des dizaines de champs de confinement, tous plus complexes les uns que les autres. Une énigme vivante, gardée par une génération de moines synthétiques, conçue pour répondre à une seule question. Que faire quand on ne peut pas gagner? Et l'Union murmura à nouveau la même question. Alors ils brisèrent les sceaux. Les moines résistèrent, implorèrent, s'immolèrent. Certains implorèrent le pardon des étoiles. D'autres se contentèrent de pleurer, mais la décision était déjà prise. Phyrexis s'éveilla lentement. Les lumières autour de Zéron Zéro s'éteignirent, non pas à cause d'une perte d'énergie, mais parce que la réalité semblait se déformer, telle une lumière qui ne savait où aller. L'entité n'émergea pas dans un tonnerre ou un rugissement. Elle était simplement là, d'un seul coup, scintillante comme de l'huile en suspension dans le vide. Elle n'avait ni visage ni membres, juste une forme, une anomalie. Elle planait, silencieuse, au-dessus de la lune, observant. Le dernier triumvir survivant de l'Union, un être cristallin nommé Kaltar Veen, lança son premier ordre. Frapper la terre. Vorexis ne répondit pas. Kaltar commit alors l'erreur fatale d'utiliser une terminologie humaine. Éliminer la menace, dit-il. Éliminer l'espèce. C'est alors que l'entité se déplaça. L'espèce. C'est alors que l'entité se déplaça, mais pas vers la Terre. Elle traversa la flotte de l'Union. Les vaisseaux qui avaient plané en orbite autour de Zérun Zéro clignèrent soudain des yeux, tressaillirent comme sous l'eau. Puis ils s'immobilisèrent en plein mouvement.
Des moteurs entiers s'effondrèrent chacun vers l'intérieur. Les équipages hurlèrent dans des réactions dimensionnelles superposées. Pas d'explosion, juste un réarrangement. La moitié d'un cuirassé fut retrouvée repliée sur elle-même comme du papier. Un vaisseau éclaireur implosa en une géométrie parfaite. 17 vaisseaux disparus. Pas d'avertissement, pas de système de ciblage, juste l'exécution. Le triumvir hurla. « Nous sommes vos maîtres, nous vous avons libérés. » Vorexis ne répondit pas. Il se contenta de planer et de tourner, cette fois vers la Terre. De retour sur Terre, profondément sous la croûte terrestre, où Solas surveillait les étoiles grâce à des ondes gravimétriques. Des alarmes se déclenchèrent. Ni alerte rouge, ni sirène de guerre. Quelque chose de différent, de plus ancien. Solas disposait de protocoles pour chaque événement connu. Invasion planétaire, rupture dimensionnelle, état voyou de l'IA. Mais ce qui clignotait maintenant ne provenait d'aucun fichier récent. Il s'agissait d'un codex de menaces, éteint, écrit il y a plus de 60 000 ans, d'une époque où la Terre avait à peine survécu à ses propres douleurs d'enfantement. Une époque de fractures interdimensionnelles, où d'anciennes constructions s'étaient glissées dans leur univers et avaient forcé l'humanité à créer des armes si interdites qu'elles les avaient enfouies dans la réalité elle-même. Vorexis était l'une d'elles, non pas de nom, mais d'empreinte. Solas l'examina une fois, puis deux. Résultat, correspondance de motifs, 91%, classe d'entité, origine de l'anomalie, niveau, existentiel. Un autre silence. Puis Solas fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle demande, humanité, dois-je activer Gatesang? Pendant des heures, rien, jusqu'à ce que les dirigeants du monde humain, les rares survivants, les rares personnes de confiance, se réunissent dans le bastion du noyau, une chambre creusée dans les vestiges du mont Éreb, protégée par des couches de boucliers métaphysiques et gravitationnels. Il ne restait plus de politiciens, seulement des stratèges, des historiens, des guerriers. Et ceux qui avaient vu ce que Vorexis avait fait auparavant. Un vote fut émis, discrètement, sans applaudissements, sans cérémonie. La réponse, pas encore, parce que l'humanité ne se contentait pas d'observer Vorexis, pas encore, parce que l'humanité ne se contentait pas d'observer Vorexis, elle l'étudiait. Les réseaux de sciences obscures de la Terre concentrèrent toute leur technologie d'observation restante sur l'anomalie. Ils ne se sont pas précipités pour tirer, ils n'ont pas envoyé de navires, ils ont plutôt fait quelque chose de terrifiant. Ils ont écouté, et ce qu'ils ont découvert n'était pas ce à quoi on s'attendait. Vorexis n'était pas une arme, pas tout à fait. C'était un écho, un vestige d'une époque où la guerre n'était pas menée pour le contrôle, mais pour remodeler l'existence. Elle n'obéissait pas aux ordres, elle obéissait à l'influence. Il ne répondait pas aux ordres, mais au langage, à l'intention, à la résonance. Et l'Union lui avait donné une seule instruction, éliminer la menace. Mais pour un être comme Vorexis, qui était la véritable menace? Les fils du silence avaient grandi et n'étaient plus seulement des rebelles ou des radicaux. Ils étaient devenus un système de croyances, une galaxie fracturée en quête de nouveaux points d'ancrage qu'ils trouvaient dans la froide sagesse de la Terre. Mais eux aussi la ressentaient. Sur plus de 200 planètes, les civils tombèrent à genoux,
lorsque les étoiles s'assombrirent. Non pas parce que Vorexis avait frappé, mais parce qu'ils en rêvaient. L'anomalie infecta pensées, rêves, peurs, souvenirs de choses qui n'étaient jamais arrivées, mais qui auraient pu arriver. Dans la cité sous-marine de Velstron, des enfants hurlèrent en dessinant des galaxies déformées. Sur la lune de la jungle, Chorale 5, les oiseaux cessèrent de chanter dès que Vorexis passa à la limite du système. Et la Terre resta immobile, jusqu'au retour du témoin. Invisible depuis l'incident d'Oralis, le cargo à l'origine de tout cela planait à nouveau dans l'espace, seul, sans escorte, sans armes. Il s'approcha lentement de Vorexis, tel un prêtre pénétrant dans les ruines d'un dieu. La galaxie observait, pas d'attaque, pas de communication, juste la proximité, puis un signal, simple, d'un seul mot, du témoin à Vorexis. Choix. L'anomalie s'immobilisa. Pendant 5 minutes, rien ne bougea dans la galaxie. Puis, Vorexis répondit. Ni en langage, ni en force, mais en soumission. Il s'estompa. Les étoiles environnantes commencèrent à retrouver leur alignement normal. Les canaux de données reprirent. Les fréquences s'éclaircirent. Puis Vorexis s'enfonça dans le vide, ni vaincu, ni détruit, mais rejeté. L'humanité n'avait pas vaincu la dernière arme de l'ancien temps. Elle l'avait compris. L'Union s'effondra 2 jours plus tard. Aurelius vida son Sénat. Le chancelier démissionna et s'exila. Des dizaines de mondes déclarèrent leur neutralité. D'autres prêtèrent serment d'allégeance à la terre, non par la force, mais par choix. Et la terre. Elle parla une fois, une dernière fois, cette fois d'une voix humaine. Pas de logiciel de traduction, pas d'harmonique synthétique, juste une voix fatiguée et rauque qui aurait pu provenir d'un soldat, d'un scientifique ou d'un parent ayant enterré un enfant de trop. Nous ne voulions pas la guerre, vous l'avez apportée. Nous ne voulions pas enseigner de cette façon. Vous nous avez forcé la main. C'est votre seconde chance. Il n'y en aura pas de troisième. Et puis la Terre s'est déconnectée. Tous les canaux, toutes les fréquences sont devenus noirs. Non pas en signe de retraite, mais de résolution. Parce que la Terre avait montré à la galaxie ce qu'elle était. Ni monstre, ni sauveur, ni conquérant. Des humains. La paix est venue sans traité. Il n'y a eu ni signature officielle, ni cérémonie grandiose, ni déclaration diffusée à travers les étoiles. La guerre n'a pas pris fin parce qu'un accord a été conclu. Elle a pris fin parce que la Terre a cessé de se battre, parce qu'il n'avait plus besoin de se battre. Et la galaxie a compris le message. Assez dit. La Terre a de nouveau disparu, comme seule une espèce maîtrisant la guerre et craignant son propre pouvoir pouvait le faire. Les flottes ont disparu dans des tunnels intersidéraux. Némésis ne fut plus jamais revu. Solas se tut. Et le témoin, ce vieux cargo rouillé devenu symbole du jugement, entra en orbite basse au-dessus de la Terre et ne bougea plus jamais. Il devint un monument, un avertissement et une pierre tombale. Mais le silence n'est pas synonyme de paix. Il ne fait qu'ouvrir la voie à de nouveaux bruits. À travers la galaxie, la poussière n'était pas encore retombée, mais la carte était déjà en train de changer. L'Union avait disparu. Pas officiellement. Elle essayait encore de fonctionner. Elle avait encore des papiers, une structure,
un semblant de leadership. Mais ce n'était plus qu'un cadavre manipulé par des administrateurs effrayés et des gouverneurs isolés, conscients de vivre en sursis. Ce qui la remplaça fut quelque chose de bien plus imprévisible. La Terre n'avait pas imposé de nouvel ordre, elle n'avait pas proposé de nouveaux systèmes pour gouverner les cendres, mais elle n'en avait pas besoin. D'autres l'ont fait à sa place. Sur plus de 80 mondes, des coalitions rebelles ont pris le pouvoir sous des bannières inspirées des couleurs de la Terre. Certains portaient les drapeaux de la Terre, d'autres créaient les leurs. Mais tous partageaient une phrase dans leur charte. On ne s'agenouille pas. Ils n'étaient pas humains. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu un être humain en personne. Mais le message avait pénétré. L'idée avait pris racine. Que la retenue était une force, que le silence pouvait être une force, et que la véritable peur ne provenait pas de la brutalité, mais de la précision. Ils bâtirent ce qu'ils appelèrent l'accord extérieur, une confédération informelle de planètes, de colonies, de flottes rebelles et de stations qui s'engageaient désormais à respecter une doctrine forgée non pas par la loi, mais par un traumatisme commun. Cette doctrine n'avait ni armée, ni système fiscal, ni souverain suprême. Mais elle avait une règle. Plus personne ne nous gouvernera. La Terre fut nommée observatrice honoraire. Ils n'assistèrent point pas aux réunions. Ils n'envoyèrent pas de diplomates. Ils ne répondirent même pas. Et cela suffisait. Mais la paix, la vraie paix, survit rarement à ceux qui regrettent le chaos. Des os agonisants de l'Union, quelque chose s'est infiltré. Un réseau fantôme. Des survivants du haut commandement, des officiers rebelles, de riches dynastes, des familles d'élite qui avaient perdu pouvoir, fierté et fortune. Ils se sont baptisés le corps de réclamation. Le corps de réclamation. D'abord silencieux, prudent. Ils croyaient que la Terre avait gagné, parce que l'Union était devenue trop molle, trop diplomate. Ils ne voulaient pas reconstruire l'Union. Ils voulaient se venger. Et ils croyaient avoir trouvé le moyen d'y parvenir. Enfouis dans les dossiers que l'Union avait gardés sous clé pendant des éons, des dossiers que même la Terre n'avait pas découverts, se trouvait quelque chose d'ancien. Quelque chose rejeté non pas parce qu'il était trop faible, mais parce qu'il était trop instable. Le projet Airblood. Ce n'était pas une arme, pas exactement. C'était un programme d'héritage génétique, lancé bien avant l'avènement de l'Union. Un projet conçu par les premiers architectes de la civilisation, des êtres si vieux que leur nom n'était gravé que dans les ruines. Ils avaient théorisé que les espèces pouvaient être façonnées, génétiquement conditionnées, pour remplir des rôles spécifiques dans la gouvernance galactique. Des soldats se passant d'ordre, des gouverneurs insensibles à la cupidité, des scientifiques ne voyant que la vérité. C'était un échec, du moins le pensait-il. Le corps de réclamation n'essaya pas de relancer le projet dans son intégralité. Cela prendrait des siècles. Il venait de réveiller l'un des prototypes, nom de code Akari 7, un être conçu pour le commandement, la manipulation. Un esprit aiguisé comme un couteau, imprégné de souvenirs artificiels et de systèmes de croyances. Une personnalité façonnée, non pas pour diriger par la violence, mais avec une idéologie capable de briser une société de l'intérieur.
Acharis Pet n'était ni imposant, ni blindé, ni imposant physiquement. Mais il pouvait parler. Et quand il parlait, les gens croyaient. Il débuta sur une planète minière appelée Istrix B, où des citoyens désabusés se rassemblaient autour des émissions de l'accord extérieur. Akari apparut sans nom, sans rang, juste des questions. Pourquoi vénérons-nous une espèce disparue? Il n'attaqua pas la Terre, pas encore. Il questionna le silence de la Terre. Craignent-ils ce qu'ils ont déclenché? Ou savent-ils que vous vous détruirez en leur nom? Il demanda si l'accord était un bouclier ou une laisse. Les gens écoutèrent, car contrairement au fils du silence, qui avait porté la foi, Acharis semait le doute. Et le doute se propage plus vite que la vérité. En quelques mois, 3 colonies affiliées à l'accord sombrèrent dans l'agitation. Manifestation, soulèvement. Non pas contre l'accord, mais contre l'idée d'un jugement de la Terre. Les gens ne voulaient pas de dirigeants, mais ils voulaient des réponses. Et la Terre ne leur en avait donné aucune. Acharis devint la réponse. Son influence se répandit comme un virus. Il ne leva jamais d'armée. Il n'en avait pas besoin. Le corps de réclamation évoluait silencieusement sous ses ordres, manipulant les données, introduisant des preuves, falsifiant les atrocités commises sur Terre. Il forgeait un récit. La Terre avait tout planifié. L'effondrement de l'Union, la montée des accords, le silence qui suivit, tout cela n'était qu'un plan de domination. Et dans le vide du silence terrestre, sa voix s'éleva, jusqu'à ce que la Terre réponde enfin. Pas avec une flotte, pas avec un ennemi juré, pas avec une arme, mais avec un message. Sur chaque écran, chaque signal de diffusion, chaque fréquence ouverte, une simple vidéo passait, granuleuse, ancienne, humaine. Un homme assis sur une caisse dans ce qui ressemblait à une pièce incendiée. L'air était poussiéreux, les lumières vacillaient. Il avait l'air fatigué, usé, peut-être un soldat, peut-être un fermier. Il ne dit rien pendant 10 secondes. Puis il se pencha et parla. « Nous ne sommes pas venus pour régner. Nous sommes venus pour être laissés tranquilles. Vous nous avez entraînés dans votre ordre. Vous avez déchiré notre colonie. Et quand nous nous sommes levés, vous nous avez traités de monstres. Nous ne voulons pas de trône. Nous ne voulons pas de disciples. Nous voulons ne plus jamais avoir à le faire. Mais si vous nous forcez la main à nouveau, nous ne nous retiendrons pas. » Puis l'écran devint noir. C'était tout. Aucune menace. Aucune liste d'exigences. Juste un choix. Mais Zacharie Seven sourit en le voyant. Parce qu'il savait ce que les humains ignoraient. Il savait ce qui allait suivre. Pas la guerre, ni la foi brisée. Parce que la Terre avait enseigné la force à la galaxie. Mais la force sans guide devient peur. Et la peur se mue en colère, en blâme, en manipulation. Et dans l'ombre de la légende terrestre, quelque chose s'agitait que même la Terre ne parviendrait peut-être pas à faire taire. La galaxie n'était plus la même. Non pas parce que la Terre l'avait conquise, non pas parce que la Terre l'avait incendiée, mais parce que la Terre l'avait montrée. L'union avait disparu. L'accord extérieur n'avait plus de drapeau. Le corps de réclamation opérait dans l'ombre. Mais au-dessus de tout, de chaque planète, de chaque pouvoir, de chaque croyance, planait une vérité unique et incontournable. La Terre avait gagné et personne ne savait ce qu'il voulait en faire. Certains la craignaient, d'autres la vénéraient. Quelques-uns la haïssaient, au point de fomenter une rébellion. Mais la plupart attendaient simplement. Attendaient de voir la suite.
parce que le silence de la terre leur semblait comme une épée suspendue au-dessus de leur tête, et que la galaxie commençait à se lasser d'attendre. Dans la cité de Narvi, autrefois un phare de la diplomatie de l'Union, aujourd'hui étouffée par des luttes politiques intestines, une nouvelle statue fut érigée. Elle était haute, grossière et forgée à partir de ferraille. Un soldat sans visage en armure déchiquetée se tenait debout sur une couronne brisée. Personne n'a révélé qui l'avait construite, mais tout le monde est passé devant en silence. La plaque indiquait « Nous ne nous agenouillerons pas avant leur retour ». Et ils sont revenus, mais pas à bord de vaisseau, ni en flotte. La Terre est revenue avec des questions. Tout a commencé modestement. Une sonde a été découverte à la dérive près de la station Chicala. Pas d'armes, juste des données. À l'intérieur, des instructions, des avancées médicales, amélioration de la fusion, plans agricoles, solutions aux problèmes auxquels la galaxie était confrontée depuis des siècles. Aucune exigence, aucun marqueur d'origine, juste une signature. Pour ceux qui choisissent mieux. Puis une autre est apparue près du secteur Kryéon, puis Terraxis, puis dans des dizaines de systèmes reculés. Toujours le même schéma, toujours anonyme, mais tout le monde le savait. C'était la Terre. Et c'était ce qui terrifiait le plus Akaris, parce qu'il avait passé des mois, des années à construire un récit. Que la Terre était manipulatrice, contrôlante, qu'elle jouait sur le long terme. Que leur silence relevait de la stratégie, pas d'un principe. Qu'ils ne lâcheraient n'a jamais prise. Mais maintenant, avec chaque sondage, chaque don de guérison et d'espoir, la Terre ne se comportait plus comme une souveraine. Ils se comportaient comme s'ils étaient bien pires envers un homme comme Akaris. Ils faisaient comme s'ils s'en fichaient. Akaris avait besoin que la terre réponde avec colère. Qu'elle riposte, qu'elle prouve que son histoire était vraie. Mais la terre refusa. C'est alors qu'il passa son coup final. Sur la colonie extérieure de Xerath Tao, symbole du succès de l'accord, Akaris orchestra l'impensable. Des infiltrés ont bombardé un vaisseau humanitaire acheminant de l'aide depuis la Terre. Des dizaines de civils ont été tués. Les images ont été truquées. Le message était clair. La générosité de la Terre s'accompagne de sang. La galaxie s'est illuminée. Accusations, protestations, les dirigeants de l'accord exigeant des réponses. La Terre a été priée, suppliée de répondre, de nier, de s'expliquer. Elle n'a rien dit. Jusqu'au retour du témoin, non pas en orbite, mais sur Xerath Tao même. Il atterrit en silence sur la Terre noircie, où le vaisseau humanitaire avait brûlé. La foule se rassembla, les gouvernements paniquèrent. Les images des drones se multiplièrent à travers les systèmes. La rampe du vaisseau s'ouvrit dans un sifflement, et une humaine en sortit. Ce n'était ni un commandant, ni une ambassadrice, juste une femme en armure grise. Le visage marqué par le temps et les cicatrices. Son bras gauche était artificiel, ses yeux étaient fatigués, mais sa voix était claire. « Nous vous avions prévenu, dit-elle. Nous ne sommes pas revenus pour conquérir, nous sommes revenus pour aider. Vous disiez vouloir le contrôle, mais non. Vous disiez que nous vous gouvernerions, mais nous ne l'avons jamais fait. Vous disiez que nous ne pouvions pas rester silencieux, mais nous l'avons fait. Vous avez encore tué notre peuple. Et pourtant,
nous nous sommes retenus. Ah. Parce que la galaxie n'a pas besoin de règles. Elle doit se rappeler comment se tenir debout. Elle s'avança, s'agenouilla près du cratère et déposa quelque chose dans les cendres, un petit disque argenté. Elle ne lui donna aucune explication. Puis elle se retourna, rentra dans le témoin et partit. Le disque, il s'activa tout seul, projetant un hologramme granuleux et scintillant d'un jeune garçon de Nouvelle-Alexandrie. Des rires, des courses dans l'herbe, puis les cris, le bombardement, les images que tout le monde connaissait, et enfin un dernier message dans la voix du garçon. Nous vous avons demandé de nous laisser tranquilles. À travers les étoiles, le silence retomba, mais cette fois, il persista. Akari 7 était démasqué. Les images de ses agents posant les bombes furent divulguées. Certains disent par la Terre, d'autres par ses propres transfuges. Peu importait. Son pouvoir s'éteignit en un instant. Il disparut. Certains pensent que la Terre l'a effacé. D'autres pensent qu'il s'est enfui aux confins de l'espace, au-delà de la faille obscure. Personne ne le poursuivait, car personne ne s'en souciait plus. La galaxie avait fait son choix. Les années passèrent. Plus de guerre. Non pas que la paix fût soudain devenue facile, mais parce que la peur était devenue autre chose. Elle est devenue un souvenir. Les accords extérieurs se stabilisèrent. Ils ne se centralisèrent jamais, jamais couronnés de souverains. Elle restait libre, sans contrainte, mais ferme. Car désormais, chacun savait jusqu'où les choses pouvaient aller. La Terre redevint un mythe. Plus de diplomates, plus d'émissaires, juste une sonde occasionnelle. Un satellite par-ci, un largage d'aide furtif par-là, et un message toujours codé. Vous n'avez pas besoin de nous, vous n'en avez jamais eu besoin. N'oubliez simplement pas pourquoi nous sommes venus. Le témoin plane toujours au-dessus de la terre, immobile, et le réconfort sommeille. Mais au cœur de la terre, dans des chambres où aucune voix ne parvient, existe un dernier protocole, jamais prononcé à voix haute. Une phrase gravée non pas dans un code, mais dans un serment. Si les étoiles oublient, nous leur rappellerons.